Parfois, les gens qui se moquent de vous le plus fort sont ceux qui ont le plus besoin de vous. Et parfois, une femme doit s'éloigner de tout pour découvrir qui elle est vraiment. Pendant 8 ans, Sandrine Legrand a vécu seule dans un chêne creux, haut dans les monts du Luberon, au-dessus du village de Roussillon. En bas, les habitants la traitaient de folle. Ils disaient qu'elle avait perdu la raison après la mort de son mari. Ils se moquaient d'elle pour avoir tourné le dos à la civilisation. Mais Sandrine construisait quelque chose là-haut, dans le silence des montagnes. Quelque chose de magnifique, que personne n'aurait pu imaginer. Quand les incendies de forêt sont arrivés et que la fumée a envahi la vallée, ces mêmes personnes ont grimpé ce sentier de montagne, cherchant désespérément de l'aide. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de cet arbre ancien a changé à jamais leur perception des choses. 8 ans avant l'incendie qui allait tout bouleverser, Sandrine Legrand était assise sur le premier banc de l'église de Roussillon, le bois dur et froid du chêne sous ses doigts crispés. La lumière du matin provençal filtrait à travers les vitraux, projetant des éclats de saphir et de rubis sur les murs de pierre ocre, mais elle n'y voyait aucune beauté, seulement une ironie cruelle. Elle écoutait d'une oreille distraite le père Antoine prononcer l'éloge funèbre d'un homme que personne, dans ce village, n'avait vraiment connu. Stéphane Legrand avait été son mari pendant 23 ans, et même elle devait admettre qu'il avait été une âme silencieuse, le genre d'homme qui parlait plus avec ses mains qu'avec sa voix, dont toute la philosophie de vie pouvait se lire dans les assemblages soignés d'une armoire faite main ou la finition lisse d'un pied de table poncé. Un pilier de la communauté, disait le prêtre, ce qui donnait à Sandrine une envie de rire, un rire hystérique et déplacé. Mais rire aux funérailles de son mari était le genre de choses qui faisait jaser dans un village comme Roussillon. Stéphane avait été beaucoup de choses, mais un pilier n'en faisait pas partie. Il avait été un menuisier qui préférait son atelier aux kermesses de l'église, un homme qui lisait des livres de philosophie et sur l'histoire des Celtes et des Druides en mangeant sa baguette fraîche, qui avait épousé Sandrine quand elle avait 27 ans et lui 32, et qui ne lui avait jamais mis la pression pour avoir des enfants quand il était devenu évident qu'il n'en aurait pas. Le dessus de lit de mariage était plié sur ses genoux, celui qu'ils avaient commencé ensemble 5 ans auparavant, lors d'un hiver particulièrement froid. Stéphane avait ri de lui-même, de ses grandes mains de menuisier luttant avec la délicate aiguille, mais il avait persévéré parce que Sandrine avait voulu créer quelque chose ensemble qui ne soit pas seulement fonctionnel. À moitié fini, il le resterait maintenant. Certaines choses n'étaient pas destinées à être achevées. Elle avait 50 ans, et tout le monde s'attendait à ce qu'elle s'effondre. Le village s'est rassemblé chez elle après la cérémonie, comme le voulait la coutume. Sa belle-sœur, Monique Dubois, orchestrait tout avec une précision militaire. Des plats mijotés apparaissaient sur le comptoir, un bon café coulait en quantités industrielles, chaque surface était nettoyée et organisée comme si la propreté pouvait panser le deuil. Monique voulait bien faire. Elle voulait toujours bien faire, ce qui la rendait d'une certaine manière plus difficile à supporter. « Tu viendras rester avec nous, bien sûr, » dit Monique, coinçant Sandrine dans sa propre cuisine. « Au moins jusqu'à ce que tu saches quoi faire. Pierre et moi avons cette chambre d'amis, et tu ne devrais pas être seule dans un moment pareil. » Sandrine regarda sa belle-sœur, la sœur aînée de Stéphane, une femme qui n'avait jamais compris pourquoi son frère avait épousé quelqu'un d'aussi particulier. Monique avait 3 enfants, un mari, Pierre, qui gérait la quincaillerie du village, et une vie si minutieusement planifiée que la spontanéité aurait nécessité une réunion de comité. « J'apprécie l'offre, Monique, » dit Sandrine avec précaution. « Mais je vais rester ici. » « Ici ?» La voix de Monique monta d'une demi-octave. « Sandrine, cette maison de campagne est trop grande pour une personne, et les souvenirs. Points sont à moi, » termina Sandrine. « Ça ira, Monique. » Mais, ça ira, n'était pas ce que l'on attendait d'elle. Ça ira, n'était pas ce que le village accepterait. Roussillon était le genre d'endroit où les veuves avaient un chemin tout tracé, emménager avec la famille, rejoindre tous les comités de l'église, devenir une figure de grand-mère pour la communauté. Le remariage était possible, même encouragé, à condition d'attendre un délai respectable et de choisir quelqu'un d'approprié. Sandrine ne fit rien de tout cela. Elle garda l'atelier de menuiserie de Stéphane exactement comme il l'avait laissé. Elle continua sa routine de promenade matinale, bien qu'elle s'allonge désormais, grimpant plus haut dans les contreforts des monts du Luberon qui entouraient la vallée. Elle déclina les invitations à rejoindre l'amicale des dames, la chorale de l'église et les parties de belote hebdomadaires de Monique. Elle commença à porter les vieilles chemises de travail de Stéphane dans la maison parce qu'elles étaient confortables et sentaient encore faiblement la sueur et l'huile de lin qu'il utilisait pour finir le bois. Les commérages commencèrent en quelques semaines.
Elle ne gère pas bien la situation, confiait Brigitte Morin aux clients de son épicerie du village, chez Brigitte, le centre névralgique de tous les échanges d'informations de Roussillon. Brigitte avait 65 ans, possédait l'épicerie depuis 30 ans et se considérait comme l'historienne non officielle et le baromètre social du village. Ma sœur a perdu son mari aussi, vous savez, et elle a eu le bon sens d'emménager avec sa fille. Mais Sandrine a toujours été étrange. Étrange. Ce mot suivait Sandrine comme une ombre tout au long de son mariage et s'amplifiait maintenant dans son veuvage. Étrange parce qu'elle avait travaillé comme illustratrice indépendante au lieu de prendre un « vrai » travail. Étrange parce qu'elle et Stéphane n'avaient jamais eu d'enfant. Étrange parce qu'elle préférait randonner seule plutôt que d'assister aux repas paroissiaux. Étrange parce qu'elle lisait des livres de philosophie et sur l'histoire des Celtes et des Druides et avait une fois passé tout un été à photographier de vieilles bergeries. La vérité était plus simple. Sandrine s'était toujours sentie légèrement en décalage avec le monde qui l'entourait, comme si elle vivait dans une tonalité qui ne correspondait pas tout à fait à la mélodie des autres. Stéphane avait compris cela. Il avait vécu dans sa propre tonalité silencieuse, et ensemble, ils avaient créé une harmonie qui n'avait pas besoin d'explication. Sans lui, la dissonance devenait plus forte. 6 mois après les funérailles, Sandrine fit une de ses longues promenades et se retrouva plus haut dans la montagne qu'elle ne s'était jamais aventurée. Le sentier était ancien, à peine entretenu, marqué seulement par des cairns occasionnels qui suggéraient que quelqu'un avait déjà foulé ce chemin, mais peut-être pas récemment. L'air s'amincissait et se rafraîchissait. Le pin cédait la place aux chênes verts et aux frênes. Ses jambes brûlaient de la montée, mais l'effort physique lui faisait du bien, c'était propre et honnête d'une manière que les obligations sociales n'avaient jamais été. C'est alors qu'elle trouva l'arbre. Il se dressait dans une petite clairière où la montagne s'aplanissait en une terrasse naturelle, ancien au-delà de toute mesure. Son tronc mesurait facilement 6 mètres de diamètre, ses branches s'étendant comme les arches d'une cathédrale au-dessus de sa tête. L'écorce était profondément sillonnée, grise et brune avec des plaques de mousse du côté nord. Mais ce qui arrêta Sandrine net fut l'ouverture, une cavité naturelle à la base, assez grande pour qu'on puisse y entrer, menant dans l'obscurité. Elle s'approcha lentement, comme on approcherait quelque chose de sacré ou de dangereux, ou les deux. L'ouverture était lisse, usée par le temps et les éléments, formant une arche presque architecturale. Elle se pencha pour entrer et se retrouva debout dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une pièce. La lumière filtrait par des fissures dans le bois bien au-dessus, créant un espace sombre mais navigable. L'intérieur était creux mais pas vide. Le duramen avait formé des chambres et des passages, des alcôves naturelles qui semblaient conçues pour l'habitation. Sandrine se tint au centre de cet espace ancien et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement du bonheur, ni de la paix, mais une reconnaissance, comme si une partie d'elle avait cherché cet endroit sans savoir qu'il existait. Elle visita l'arbre tous les jours après cela. Sa voisine, Jeanne Rivière, fut la première à remarquer le changement dans la routine de Sandrine. Jeanne avait 78 ans et avait vécu dans la cabane adjacente à celle de Sandrine depuis plus longtemps que quiconque pouvait s'en souvenir. Elle cultivait des herbes médicinales dans son jardin et parlait d'une manière qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait jamais. « Vous avez trouvé le vieux chêne ?» observa Jeanne un matin alors que Sandrine revenait de sa randonnée, de la boue sur ses bottes et des feuilles dans ses cheveux. « Comment avez-vous » commença Sandrine. « Ils trouvent les gens quand ils ont besoin d'être trouvés, » dit Jeanne, coupant des herbes avec des mouvements rapides et précis. Ma grand-mère me racontait des histoires sur cet arbre. Elle disait que c'était un lieu de passage, où un monde touche un autre. Les anciens l'utilisaient pour des cérémonies de guérison, bien avant que la terre ne soit prise. Ce n'est qu'un arbre, dit Sandrine. Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'ils n'étaient pas tout à fait vrais. Jeanne sourit. Le genre de sourire qui suggère que l'on vous fait plaisir. Si vous le dites. Mais si vous décidez que c'est plus que ça, soyez respectueuse. Les vieilles choses ont leur propre manière. Sandrine ne parla à personne d'autre de l'arbre. Pas à Monique, qui appelait chaque semaine pour prendre de ses nouvelles. Pas à Brigitte Morin, qui posait toujours des questions pointues quand Sandrine venait à l'épicerie. Certainement pas au maire Nicolas Fournier, qui avait récemment commencé à lui porter une attention inconfortable à l'église, veuf lui-même et la considérant apparemment comme une perspective convenable de compagnie. L'arbre devint son secret, son refuge, son projet. Elle commença à y passer des journées entières, apportant du matériel sur le sentier de montagne, une lanterne de camping, un sac de couchage, des bidons d'eau.
La vieille boîte à outils de Stéphane, toujours organisée exactement comme il l'avait laissée, fit le voyage attaché à son sac à dos. Elle balaya les débris, étudia l'architecture naturelle de l'intérieur et commença à imaginer ce qui pourrait être fait d'un tel espace. Le dessus de lit de mariage l'accompagna lors d'un de ses voyages. Elle l'étendit sur le sol en terre battue de la chambre principale de l'arbre et s'assit dessus, passant ses doigts sur les points qu'ils avaient faits ensemble, les siens maladroits mais sincères, les siens plus experts mais non moins aimants. Le dessus de lit représentait leur vie interrompue, toutes les choses qu'ils avaient prévues mais jamais terminées. Je laisse tout ça derrière moi, dit-elle à l'arbre vide. Ou peut-être à la mémoire de Stéphane, ou peut-être à n'importe quel esprit que Jeanne prétendait habiter les lieux anciens. Pas oublié, juste laissé derrière. La décision de s'installer définitivement sur la montagne vint progressivement, comme l'aube plutôt qu'un interrupteur. Au moment où Sandrine l'a reconnue pour ce qu'elle était, le choix s'était déjà fait de lui-même. Elle avait 50 ans, sans enfant, veuve, et lasse de vivre selon les attentes des autres. Sa maison de campagne au village semblait vide d'une manière que le chêne creux ne l'était jamais. Les obligations sociales de Roussillon lui semblaient un manteau mal ajusté, tandis que l'air de la montagne lui donnait l'impression de respirer pour la première fois. Elle commença à trier ses possessions. La plupart des meubles iraient à Monique. Qu'elle les vende ou les utilise comme bon lui semblerait. La maison elle-même pourrait être louée. Les revenus couvriraient les impôts fonciers et lui laisseraient une petite allocation. Les outils de Stéphane viendraient avec elle. Ses livres, son matériel d'art, assez de vêtements pour le climat montagnard, et très peu d'autres choses. Quand elle annonça enfin ses plans à Monique, la réaction fut prévisible. « Tu fais quoi ?» La voix de Monique aurait pu briser du cristal. Elles étaient assises dans la cuisine de Sandrine, bientôt la cuisine de quelqu'un d'autre, buvant un café dont aucune d'elles n'avait envie. Sandrine, ce n'est pas le chagrin qui parle. C'est une rupture totale avec la réalité. Tu ne peux pas vivre seule sur une montagne. Tu as 50 ans. Exactement, dit Sandrine calmement. Assez âgée pour savoir ce que je veux. Mais que vont penser les gens ? Honnêtement, je m'en fiche maintenant. C'était la vérité. Simple et libératrice. Elle s'en fichait. Pas des commérages de Brigitte Morin. Pas de l'intérêt déçu du maire Fournier, pas du tissu social soigneusement construit de Roussillon. La mort de Stéphane avait sectionné quelque chose en elle. Pas sa santé mentale, comme les gens le prétendraient, mais sa volonté de jouer la comédie de la normalité pour un public qui ne l'avait de toute façon jamais vraiment comprise. Manon Lefebvre, la jeune bibliothécaire qui avait récemment déménagé à Roussillon depuis l'Est, fut la seule personne qui n'essaya pas de faire changer d'avis Sandrine. Manon avait 28 ans, parlait doucement, et semblait aussi déplacée dans le petit village que Sandrine s'était toujours sentie. Elle aida Sandrine à faire des recherches sur les droits de propriété et les conditions météorologiques en montagne, lui prêtant des livres de la bibliothèque municipale sans jugement ni conseil non sollicité. « Je trouve ça courageux », dit Manon tranquillement un après-midi, en tamponnant les livres de Sandrine. « Choisir la vie que vous voulez au lieu de celle qu'on attend de vous. » Sandrine étudia la jeune femme, voyant quelque chose de familier dans sa distance prudente avec les cercles sociaux du village. « Vous êtes-vous déjà senti comme si vous viviez au mauvais endroit ?» demanda-t-elle. « Tous les jours, admit Manon. Mais je n'ai pas encore trouvé où se trouve le bon endroit. »« Peut-être que vous le trouverez, » dit Sandrine. « La montagne est toujours là si vous en avez besoin. » Les dernières semaines au village furent un tourbillon de logistique et d'interactions sociales de plus en plus tendues. Les dames de la paroisse organisèrent une intervention déguisée en fête d'adieu. Le père Antoine se présenta à sa porte avec des brochures sur le conseil en deuil. Même Pierre, le mari habituellement silencieux de Monique, tenta de la raisonner, en utilisant la logique et l'inquiétude. Rien de tout cela ne changea quoi que ce soit. Par un frais matin d'octobre, Sandrine chargea sa vieille camionnette, une Renault Estafette, avec le reste de ses provisions. Le dessus de lit de mariage resta derrière, plié avec soin dans une boîte dans ce qui avait été sa chambre. Certaines choses étaient destinées à rester dans le passé. Ce qu'elle emportait, c'était le vieux chapeau de feutre de Stéphane, un feutre marron patiné, taché de sueur autour du bandeau, qu'il avait porté chaque jour de leur vie conjugale. Elle le plaça avec précaution sur le siège passager. Monique se tenait dans l'allée, les bras croisés, le visage crispé d'inquiétude et de désapprobation. « Quand tu retrouveras la raison, et tu la retrouveras, tu sais où nous trouver. »« Je sais, » dit Sandrine. « Merci de t'inquiéter,
même quand nous ne sommes pas d'accord. Elle quitta Roussillon alors que le soleil perçait sur la crête orientale, le chapeau de Stéphane à côté d'elle et la montagne devant. Dans son rétroviseur, le village recula jusqu'à disparaître complètement, avalé par la distance et les arbres. Elle ne ressentit aucun regret, aucune peur, seulement un étrange sentiment de justesse, comme si elle avait marché vers ce moment toute sa vie sans reconnaître le chemin sous ses pieds. Le chêne millénaire attendait, patient comme la pierre, ancien comme la montagne elle-même. Quand Sandrine se tint enfin de nouveau devant lui, cette fois avec tout ce qu'elle possédait empilé autour d'elle, elle posa une main contre l'écorce rugueuse et sentit le faible pouls de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La vie, ou la mémoire, ou la possibilité, ou les trois à la fois. Nous y voilà, dit-elle à voix haute, à elle-même, à la mémoire de Stéphane, à n'importe quel esprit qui habitait les lieux anciens et sacrés. Voyons ce que nous pouvons construire. Le village emballa très de folle en moins d'un mois. En un an, il raconterait des histoires sur la femme de la montagne qui avait perdu la raison à cause du chagrin. Mais Sandrine Legrand, debout au seuil de sa nouvelle vie à l'âge de 50 ans, savait quelque chose qu'ils ignoraient. Parfois, la seule façon de se trouver est de s'éloigner de tous ceux qui pensent déjà savoir qui vous êtes. Elle ramassa la boîte à outils de Stéphane et entra dans le chêne creux, prête à commencer. 3 mois après le début de sa nouvelle vie, Sandrine apprit que la montagne avait ses propres règles. La tempête arriva sans grand avertissement, les nuages s'accumulant tout l'après-midi, s'assombrissant jusqu'à un violet contusionné le soir venu. Elle avait installé un camp de base à l'intérieur de la chambre principale de l'arbre, une bâche tendue sur l'ouverture pour se protéger du vent et de la pluie. Son sac de couchage était disposé sur une plateforme de palettes qu'elle avait montée pièce par pièce. Un réchaud de camping pour cuisiner, et des lanternes suspendues à des crochets naturels dans le bois. C'était primitif mais fonctionnel, du moins c'est ce qu'elle pensait. Le vent arriva le premier, déchirant sa bâche avec des doigts qui trouvaient chaque faiblesse dans ses nœuds. La pluie suivit, non pas la douce averse d'automne à laquelle elle s'attendait, mais un déluge qui transforma la montagne en cascade. La bâche tint peut-être 20 minutes avant de s'arracher complètement, disparaissant dans l'obscurité comme un fantôme. L'eau se déversa par l'ouverture, s'accumulant sur sa plateforme, trempant ses provisions. Sandrine travailla à la lueur de la lanterne, déplaçant tout ce qu'elle pouvait vers les alcôves supérieures à l'intérieur de l'arbre, mais le vent trouvait toujours des moyens d'entrer. Le bois ancien gémissait autour d'elle, non pas le craquement d'une maison qui s'installe, mais quelque chose de plus profond, de plus vivant. Pour la première fois depuis son installation sur la montagne, elle ressentit une peur authentique. La tempête dura toute la nuit. Elle se blottit dans le coin le plus sec qu'elle put trouver, enveloppée dans son sac de couchage humide, écoutant l'arbre protester autour d'elle. À un moment donné, elle s'assoupit, l'épuisement l'emportant sur l'inconfort, et rêva de Stéphane dans son atelier. Il rabotait une planche. De longs coulisses qui envoyaient des copeaux de bois en spirale sur le sol. Mesure 2 fois, coupe une fois, dit-il sans lever les yeux. Et si tu dois construire quelque chose, Sandrine, construis-le bien. Les raccourcis signifient juste le faire 2 fois. Elle se réveilla à l'aube grise et constata les dégâts. Sa bâche avait disparu. La moitié de ses provisions était trempée. L'entrée de l'arbre était un désordre boueux, et elle avait perdu 2 de ses lanternes à cause du vent. Mais l'arbre lui-même se tenait solide, imperturbable face à la tempête qui l'avait presque délogé. Assise sur sa palette détrempée, Sandrine fit face à un choix qu'elle avait évité depuis son arrivée. Cela ne pouvait plus être un campement temporaire. Elle ne pouvait pas continuer à vivre comme si elle n'était que de passage, comme si elle pouvait changer d'avis et redescendre de la montagne. Soit elle s'engageait pleinement dans cet endroit, construisait quelque chose de réel et de permanent, soit elle admettait sa défaite et retournait à Roussillon, exactement comme tout le monde s'y attendait. La pensée de l'expression compatissante de Monique, « Je te l'avais bien dit », rendit la décision plus facile. Elle passa cette journée à nettoyer et à faire l'inventaire. Le lendemain matin, elle descendit à pied jusqu'à l'endroit où sa camionnette était garée au bout du sentier accessible, se rendit en ville et chargea des provisions, des bâches de qualité, de la corde, des clous, des vis, les meilleurs outils de son mari qu'elle avait laissés en dépôt. Brigitte Morin l'observa avec une curiosité non dissimulée à l'épicerie. « J'ai entendu dire que vous avez eu une sacrée tempête là-haut, » dit Brigitte, la voix dégoulinante d'une préoccupation qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Sûr de ne pas vouloir redescendre ? Il y a une belle chambre à la pension. Tarif très raisonnable. » « La montagne me convient très bien, » dit Sandrine en payant ses achats. « J'ai juste besoin de meilleur matériel.
L'expression de Brigitte suggérait qu'elle composait déjà l'histoire qu'elle raconterait à son prochain client. Eh bien, prenez soin de vous. La saison des tempêtes ne fait que commencer. De retour à l'arbre, Sandrine aborda son nouveau projet avec un mélange de détermination et de désespoir. Elle avait besoin d'une vraie porte, quelque chose qui la protégerait des intempéries tout en permettant à l'air de circuler. L'ouverture de l'arbre mesurait environ 2 mètres de haut et 1,20 m de large, légèrement irrégulière, mais exploitable. Elle pensa à Stéphane, lui enseignant les bases de la menuiserie pendant leur mariage. Il avait été patient avec ses premières tentatives maladroites, guidant ses mains pour une bonne prise sur une scie, lui montrant comment sentir le grain du bois. « Laisse l'outil faire le travail », disait-il toujours. « Tu ne fais que le guider là où il doit aller. » Construire un cadre de porte à l'intérieur d'un arbre vivant présentait des défis qu'elle n'avait jamais imaginés. Le bois du chêne était incroyablement dur. Une densité de bois ancien qui rendait l'enfoncement des clous presque impossible. Elle devait percer des avant-trous pour chaque vis, travaillant lentement et avec soin. Les courbes de l'ouverture naturelle signifiaient qu'elle ne pouvait pas utiliser des angles droits standards. Tout devait être ajusté sur mesure, mesuré et remesuré, ajusté et réajusté. Cela lui prit 4 jours. Le deuxième jour, Jeanne Rivière apparut au pied de l'arbre avec un panier de nourriture et un thermos de café. Sandrine ne lui avait pas dit où se trouvait l'arbre, mais d'une manière ou d'une autre, la vieille femme l'avait su. « Je pensais que vous pourriez avoir faim, » dit Jeanne, s'installant sur un rocher plat et regardant Sandrine travailler. « Vous construisez quelque chose de permanent, je vois. »« J'essaie, » admit Sandrine, essuyant la sueur de son front. « Bien que je commence à penser que l'arbre ne veut pas être changé. »« L'arbre n'a rien contre le changement, » dit Jeanne. « Mais les vieilles choses aiment le respect. » Vous lui demandez la permission avant de percer ? Sandrine s'arrêta, tournevis à la main. Ce n'est pas. Je veux dire, ce n'est qu'un arbre. L'expression de Jeanne suggérait le contraire. Ma grand-mère m'a raconté des histoires sur ce chêne. Elle disait qu'il était là quand les premiers Celtes sont arrivés dans ces montagnes, et probablement bien avant. Ils se souvenaient des choses, des cérémonies, des prières, des naissances, des morts. Les vieilles choses portent la mémoire dans leurs os, ou dans leur duramen. Si vous voulez en faire votre maison, vous devez le traiter comme s'il était vivant, car il l'est. Que voulez-vous que je fasse ? Demandez la permission à l'arbre à voix haute ? Ça ne ferait pas de mal, dit Jeanne. Mais je veux surtout dire, travaillez avec lui, pas contre lui. Sentez où il veut que vous construisiez. Laissez-le vous guider. Après le départ de Jeanne, Sandrine se tint au centre de l'espace creux et se sentit ridicule. Mais elle était seule sur une montagne. Parler à un arbre ne pouvait pas rendre sa situation plus étrange qu'elle ne l'était déjà. « D'accord, » dit-elle à voix haute. « J'ai besoin de vivre ici. J'ai besoin de rendre cet endroit permanent. Si vous ne voulez pas de moi ici, je suppose que vous devrez trouver un moyen de me le faire savoir. » L'arbre, sans surprise, ne répondit pas. Mais quand elle retourna à son travail, quelque chose changea. Elle cessa d'essayer de forcer le cadre à prendre la forme qu'elle pensait qu'il devait avoir, et laissa plutôt le bois lui-même suggérer les courbes. Elle trouva des endroits où les vis s'enfonçaient en douceur, comme si l'arbre offrait ses fibres à ses outils. Le cadre commença à prendre forme d'une manière qui ressemblait moins à de la construction qu'à une collaboration. Le 4e jour, elle installa la porte, une pièce solide de chêne qu'elle avait trouvée déjà tombée près de la base de la montagne, patinée mécène. Elle s'inséra dans le cadre avec une précision surprenante, s'ouvrant et se fermant sur de lourdes charnières qu'elle avait récupérées de l'atelier de Stéphane. Quand elle recula pour examiner son travail, elle ressentit une vague d'émotion qui la prit par surprise. La porte était magnifique, non pas d'une manière raffinée ou polie, mais d'une manière qui parlait de fonction et de permanence. Le cadre semblait pousser de l'arbre lui-même, sans soudure là où le nouveau bois rencontrait l'ancien. Elle avait sculpté un simple loquet qui pouvait être actionné des 2 côtés, et l'ensemble bougeait avec un poids solide et satisfaisant. Elle passa la main le long du cadre de la porte, sentant le bois lisse sous sa paume. À ce moment, elle remarqua quelque chose d'étrange. Là où ses doigts touchaient le cadre, là où le nouveau bois rejoignait l'ancien, il n'y avait aucune jointure visible. C'était comme si l'arbre avait accepté son ajout, avait grandi autour de lui, l'avait intégré. « Merci », murmura-t-elle, ne se sentant pas du tout ridicule cette fois. Cette nuit-là, avec sa nouvelle porte sécurisée contre l'air froid de la montagne,
Sandrine dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis la mort de Stéphane. L'arbre semblait différent autour d'elle, moins comme un abri qu'elle avait revendiqué, et plus comme une maison dans laquelle on l'avait invitée à rester. Le vent soufflait toujours à l'extérieur, et quelque part au loin, elle pouvait entendre les cris des chouettes chassant. Mais à l'intérieur du chêne creux, elle était au chaud, au sec et en sécurité. Plus important encore, elle comprenait maintenant à quoi elle s'était engagée. Il ne s'agissait pas seulement d'échapper à Roussillon ou d'éviter les interventions inquiètes de sa belle-sœur. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de son ancienne vie. Il s'agissait d'apprendre à travailler avec ce qui existait plutôt que de forcer ce qu'elle pensait devoir être. Il s'agissait d'écouter la terre, l'arbre, la voix silencieuse en elle qu'elle avait ignorée pendant trop d'années. Alors qu'elle dérivait vers le sommeil, elle pensa à Stéphane dans son atelier, à la manière patiente dont il abordait chaque projet. Mesure 2 fois, coupe 1 fois. Construis-le bien. Travaille avec le grain, pas contre. J'apprends, dit-elle à sa mémoire. Plus lentement que tu ne le voudrais probablement, mais j'apprends. L'arbre s'installa autour d'elle avec un son qui aurait pu être le vent ou autre chose, du contentement peut-être, ou de l'approbation. Sandrine Legrand, 50 ans et seule sur une montagne, ferma les yeux et sourit. Elle avait fini de fuir la vie qu'elle était censée vouloir. Maintenant, elle pouvait commencer à construire la vie dont elle avait réellement besoin. Dehors, la première neige de la saison commença à tomber, douce et silencieuse, recouvrant la montagne de blanc. Le chêne creux se dressait comme il l'avait fait pendant des siècles, patient et fort. Sa nouvelle résidente, enfin installée pour de bon. La porte qu'elle avait construite restait solide contre les intempéries, un seuil entre les mondes, celui qu'elle avait laissé derrière elle et celui qu'elle commençait à peine à découvrir. L'hiver s'installa sur la montagne avec une autorité tranquille, et Sandrine apprit à vivre selon des rythmes qu'elle n'avait jamais connus. L'aube arrivait tard et partait tôt. La neige tombait en silence, s'accumulant contre sa porte jusqu'à ce qu'elle doive se frayer un chemin chaque matin juste pour sortir. Le froid était honnête et pur, exigeant une attention à la survie qui ne laissait aucune place au chagrin ou au regret. 6 mois après le début de sa vie en montagne, elle avait établi des routines qui lui semblaient aussi naturelles que de respirer. Se réveiller avant l'aube, allumer le petit poêle à bois qu'elle avait installé dans une alcôve d'angle, soigneusement ventilée par une ouverture dans les hauteurs de l'arbre. Faire bouillir de l'eau pour un bon café en utilisant la neige qu'elle avait recueillie la veille. S'asseoir en silence et regarder la lumière grise se renforcer à travers les interstices du bois au-dessus de sa tête. C'est lors d'une de ces matinées tranquilles qu'elle découvrit le bassin d'eau. Elle avait exploré plus profondément l'intérieur de l'arbre, cartographiant les chambres et les passages avec un carnet de croquis et un crayon. Le chêne creux était bien plus complexe qu'elle ne l'avait initialement réalisé. Le duramen s'était décomposé en motifs complexes au fil des siècles, créant des espaces dans les espaces, des pièces reliées par d'étroits passages qui l'obligeaient à se baisser ou à se tourner de côté. Certaines chambres étaient à peine assez grandes pour s'y tenir debout, tandis que d'autres s'ouvraient sur des voûtes surprenantes qui semblaient architecturalement impossibles. Le bassin se trouvait dans ce qu'elle en était venue à considérer comme la chambre la plus profonde de l'arbre, un espace qu'elle atteignait en descendant par une cheminée naturelle de bois. Le faisceau de sa lampe de poche capta d'abord le reflet de l'eau, une piscine d'environ 1 mètre de diamètre, située dans une dépression du duramen qui semblait presque sculptée, bien qu'elle sût que ce devait être une érosion naturelle. Elle s'agenouilla à côté et y trempa les doigts. L'eau était froide, mais pas glaciale, claire comme du cristal, et quand elle porta ses doigts à ses lèvres, le goût était pur, avec une légère douceur qui lui rappelait une pluie de printemps. Elle vérifia au-dessus pour toute source évidente, infiltration de pluie ou fonte de neige, mais n'en trouva aucune. Le bassin contenait simplement de l'eau, comme si l'arbre lui-même la puisait de quelque part au plus profond de la terre. Au cours des semaines suivantes, elle le surveilla attentivement. Le niveau ne changea jamais, même pendant les périodes de froid les plus sèches où ses autres sources d'eau gelaient. Elle y remplissait ses bidons et constata que l'eau restait fraîche indéfiniment, ne développant jamais le goût éventé de l'eau stockée. Quand elle s'y lavait les mains, les petites coupures et égratignures semblaient guérir plus rapidement que la normale. Juste de la bonne eau, se dit-elle, sans en être entièrement convaincue. Une fois l'eau potable assurée, elle se consacra à rendre l'arbre vraiment habitable. Le premier grand projet fut le rangement. Elle avait besoin d'étagères qui ne pourriraient pas ou ne s'effondreraient pas, qui s'adapteraient aux courbes de l'arbre plutôt que de s'y opposer. Elle descendit chercher des branches tombées, sélectionnant des morceaux avec des courbes naturelles et des motifs de grains intéressants. De retour dans sa zone d'atelier, une chambre qu'elle avait désignée près de l'entrée, elle coupa et façonna le bois,
ponçant chaque pièce jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Stéphane lui avait appris à lire le grain, à voir où le bois voulait se plier et où il se briserait. Elle se surprit à avoir des conversations avec lui pendant qu'elle travaillait, lui expliquant son processus comme s'il se tenait à côté d'elle. Tu vois comment cette branche se courbe? Parfaite pour une étagère d'angle. Et ces nœuds ici, la plupart des gens les couperaient, mais je pense qu'ils ajoutent du caractère. Tu disais toujours que les imperfections racontent l'histoire. Les étagères émergèrent des murs de l'arbre comme des excroissances naturelles, suivant les contours du duramen. Elle utilisa un minimum de quincaillerie, préférant assembler les pièces par entaille lorsque c'était possible, créant des joints qui tenaient par friction et ajustements soignés plutôt que par des clous et des vis. Quand elle recula enfin pour examiner son travail, elle ressentit une profonde satisfaction. Les étagères semblaient avoir toujours été là, des extensions organiques de l'arbre lui-même. Les lettres de Monique arrivaient avec une régularité déprimante, apportées par des randonneurs qu'elle payait pour les livrer. Sandrine les lisait à la lueur de la lanterne, entendant la voix de sa belle-sœur dans chaque mot. « Sandrine, ça fait 6 mois. Tout le monde s'inquiète pour toi. Que manges-tu? Comment te tiens-tu au chaud? Pierre dit que les routes là-haut sont impraticables en hiver. Et si quelque chose arrivait? Si tu te blessais? S'il te plaît, reconsidère ta décision. Tu sais qu'il y a toujours une place pour toi ici. » Sandrine envisagea de répondre, puis décida de ne pas le faire. Que pouvait-elle dire que Monique comprendrait? Qu'elle était en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des années? Que son dos ne lui faisait plus mal à force d'être assise à un bureau? Qu'elle dormait toute la nuit sans somnifère? Que son esprit se sentait plus clair qu'il ne l'avait été depuis la mort de Stéphane, qu'elle avait découvert une paix dans la solitude qu'elle n'avait jamais trouvée en compagnie. Monique entendrait ces mots comme des symptômes de délire, pas comme des déclarations de vérité. En bas, à Roussillon, les commérages évoluèrent de l'inquiétude au jugement. Brigitte Morin racontait à qui voulait l'entendre que Sandrine était devenue « sauvage », quoi que cela signifie. Le père Antoine priait pour son âme perdue pendant les messes du dimanche. Le maire Fournier cessa complètement de la mentionner, s'étant apparemment tourné vers des perspectives de compagnie plus réceptives. Ils disent qu'elle pratique la sorcellerie là-haut, confia Brigitte à Manon Lefebvre un après-midi à la bibliothèque. Vivre dans un arbre, refuser de voir quiconque. Ce n'est pas naturel. Manon, qui rangeait les livres retournés, s'arrêta. Ou peut-être qu'elle vit simplement comme elle le veut. À son âge, seule? Non, ma chère, ce n'est pas sain. Retenez mes mots, au printemps, ils la trouveront là-haut, gelée ou morte de faim, ou pire. Mais Manon avait vu Sandrine lors de sa dernière course de ravitaillement en ville 3 semaines plus tôt. La femme de la montagne avait l'air tout sauf en mauvaise santé, le regard clair, forte, se déplaçant avec une assurance qui suggérait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Manon aurait voulu lui poser des questions sur l'arbre, sur ce que c'était que de tout quitter, mais les mots n'étaient pas venus. Au lieu de cela, elle s'était simplement fait un signe de tête dans l'épicerie. 2 étrangères reconnaissant leur statut commun sans avoir besoin de le dire à voix haute. En haut sur la montagne, inconsciente ou indifférente aux opinions du village, Sandrine continuait de construire son sanctuaire. Elle établit une petite zone de culture près de l'entrée où la lumière indirecte filtrait, des herbes qui pouvaient tolérer de faibles conditions de luminosité, des champignons qui prospéraient dans l'obscurité humide. Elle sculpta des crochets et des chevilles dans les murs pour suspendre outils et vêtements. Elle construisit un banc qui suivait la courbe du mur extérieur, rembourré de mousse et recouvert de tissus qu'elle avait récupéré de vieux vêtements. La buse variable apparut fin février, lors d'une brève accalmie qui fit fondre la couche supérieure de neige. Sandrine était dehors à fendre du bois pour son poêle quand elle entendit le cri distinctif. L'oiseau tourna au-dessus de sa tête, puis se posa sur une branche du chêne à environ 6 mètres au-dessus de sa porte. Il l'observa avec la concentration intense que les rapaces apportent à tout, la tête penchée d'un côté à l'autre, comme pour évaluer cette étrange humaine qui avait emménagé dans son arbre. Elle avait pris l'habitude de parler à voix haute pendant ses journées solitaires, à Stéphane, à l'arbre, à elle-même. Pourquoi pas à un oiseau de proie? L'oiseau déploya ses ailes une fois, un geste qui aurait pu signifier n'importe quoi ou rien du tout, puis s'installa dans une observation confortable. Il resta 1 heure à la regarder travailler avant de se lancer dans les airs et de disparaître par-delà la crête. Il revint le lendemain, et le jour d'après. Finalement, Sandrine cessa d'être surprise de le trouver perché près de sa porte, un compagnon silencieux qui ne demandait rien et offrait le simple cadeau de sa présence. Elle le nomma Roux,
bien qu'elle n'eût aucune idée s'il était mâle ou femelle, et se surprit à attendre ses visites avec impatience. « Tu es de meilleure compagnie que la plupart des humains, lui dit-elle un matin. Au moins, tu ne prétends pas savoir ce qui est le mieux pour moi. Roux claqua du bec, ce qu'elle choisit d'interpréter comme un accord. Au moment où le printemps commença à se manifester dans l'allongement des jours et le bruit de la fonte des neiges dévalant la montagne, Sandrine avait transformé le chêne creux d'un lieu de camping en quelque chose qui approchait d'un foyer. Pas confortable selon les normes conventionnelles peut-être, mais confortable de la manière qui comptait. Il était chaud, sec et organisé. Il contenait ses outils, ses livres et ses quelques possessions. Il ne lui demandait rien d'autre que du soin et du respect. Plus important encore, il lui semblait juste. Chaque matin, quand elle se réveillait et voyait les motifs de lumière filtrer à travers les interstices du bois ancien, elle ressentait un contentement qui lui avait échappé tout au long de son mariage et de sa vie en ville. Non pas parce qu'elle avait été malheureuse avant ou elle avait aimé Stéphane vraiment et profondément, mais parce qu'elle avait toujours essayé de s'adapter à des formes qui n'étaient pas tout à fait les bonnes. Ici, seule sur la montagne dans un chêne creux, elle n'avait à s'adapter à rien. Elle pouvait simplement être. Un soir, assise dans la chambre avec le bassin d'eau, elle se surprit à parler à voix haute à l'arbre lui-même. « Merci pour ça. Quoi que tu sois, quel que soit cet endroit, merci de m'avoir accueilli. » L'arbre, comme toujours, ne répondit pas avec des mots, mais l'eau du bassin ondula légèrement, bien qu'il n'y eût pas de vent, et Sandrine choisit de prendre cela comme une reconnaissance. Certaines conversations n'avaient pas besoin de mots. Certaines relations étaient construites sur une compréhension qui allait plus loin que le langage. Elle apprenait cela lentement. Jour après jour, elle apprenait. À la fin de sa première année sur la montagne, Sandrine avait commencé à comprendre la lumière d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. En ville, la lumière était quelque chose que l'on contrôlait avec des interrupteurs et des lampes, quelque chose d'abondant et de banal. Ici, la lumière était précieuse, dynamique, vivante. L'intérieur de l'arbre recevait l'éclairage par diverses fissures et fentes dans le bois, certaines aussi larges que sa main, d'autres de simples craquelures qui laissaient néanmoins passer de minces faisceaux de soleil à certaines heures. Elle avait passé des semaines à observer comment la lumière se déplaçait à travers ces ouvertures, notant les motifs, comprenant quelles chambres s'éclairaient à l'aube et lesquelles captaient le soleil de l'après-midi. C'est cette observation qui l'a conduite à son projet le plus ambitieux à ce jour. Lors d'une de ses courses de ravitaillement en ville, elle avait remarqué des cristaux de quartz dans le lit du ruisseau où elle remplissait ses bidons d'eau. Ces pierres étaient assez communes dans ces montagnes, polies par l'eau, certaines aussi petites que des galets et d'autres de la taille de son poing. Elle en avait ramassé une poignée sans plan précis, simplement attirée par leur clarté. De retour dans l'arbre, elle découvrit que, placés en plein soleil, les cristaux captaient et réfractaient la lumière, projetant des arcs-en-ciel sur le bois sombre. Plus que ça, ils semblaient amplifier l'illumination, renvoyant des faisceaux dans des coins qui restaient normalement dans l'ombre. L'idée se forma lentement, comme le font souvent les bonnes idées. Et si elle pouvait créer un système, non pas électrique, rien qui ne nécessite de l'énergie de la ville, mais un réseau naturel utilisant des cristaux et des surfaces réfléchissantes soigneusement placées pour canaliser la lumière à travers l'intérieur de l'arbre? Elle commença modestement, en incrustant un morceau de quartz dans le mur près d'une des plus grandes fissures où entrait le soleil du matin. Le cristal capta la lumière et la projeta plus profondément dans la chambre, illuminant un espace qui nécessitait auparavant une lanterne. Encouragée, elle commença à expérimenter avec les angles et les placements, apprenant par essai et erreur comment positionner les pierres pour un effet maximal. Le travail était minutieux. Chaque cristal devait être soigneusement fixé, et elle découvrit que certains types de bois prenaient et retenaient mieux les pierres que d'autres. Elle sculpta de légères dépressions dans le duramen, y ajusta les cristaux et utilisa un mélange de résine de pin et de cire d'abeille pour les sceller en place. Certaines tentatives échouèrent, la résine ne tenait pas, l'angle était mauvais ou le cristal était trop petit pour faire une différence. Mais progressivement, au fil des semaines puis des mois, un système émergea. Elle compléta les cristaux avec des morceaux de bois poli qu'elle avait poncés jusqu'à obtenir une finition miroir, capable de faire rebondir la lumière dans les coins. Elle les positionna stratégiquement, créant un effet de cascade où la lumière d'un cristal frappait une surface polie, qui la réfléchissait vers un autre cristal, qui à son tour illuminait une chambre n'ayant aucun accès direct à la lumière extérieure. La transformation fut remarquable. Les chambres qui avaient été perpétuellement sombres brillaient maintenant d'une douce illumination diffuse. L'espace de vie principal devint lumineux pendant la journée, éclairé par une danse complexe de lumière naturelle et réfractée qui changeait tout au long de la journée.
À certains moments, lorsque le soleil frappait juste au bon angle, tout l'intérieur semblait scintiller d'une qualité presque éthérée. Sandrine se tint au centre de ce qu'elle en était venue à considérer comme la chambre du cœur, le plus grand espace de l'arbre, et regarda la lumière danser sur le bois ancien. L'effet était magnifique d'une manière qui dépassait la simple esthétique pour atteindre quelque chose de spirituel. L'arbre semblait vivant de lumière, l'inspirant par les fissures et l'expirant par les cristaux. Elle avait également commencé à faire pousser des choses en utilisant ce système lumineux. Les herbes qu'elle avait plantées plus tôt prospérèrent au-delà de ses attentes. Elle ajouta du gingembre sauvage, du sceau de Salomon et de délicates fougères qui poussaient normalement sur le sol de la forêt. Dans une alcôve qui recevait une lumière indirecte particulièrement bonne, elle commença à cultiver des champignons, des pleurotes et des shiitakes, en utilisant des bûches qu'elle avait inoculées avec des spores. L'espace devenait non seulement habitable, mais abondant. C'est pendant cette période qu'elle eut sa première visite prolongée depuis la visite initiale de Jeanne. Une femme plus âgée, peut-être 70 ans, tomba sur l'arbre en randonnant. Sandrine l'entendit appeler à l'aide à l'extérieur et ouvrit la porte pour la trouver assise sur un rocher, une cheville clairement enflée. « Je suis vraiment désolée, » dit la femme, embarrassée. « Je pensais que c'était juste un point de repère. Je ne réalisais pas que quelqu'un vivait ici. Je me suis tordu la cheville sur une racine là derrière, et j'ai besoin de me reposer avant de pouvoir redescendre. »« Entrez, » dit Sandrine. « Laissez-moi regarder cette cheville. » La femme s'appelait Suzanne Leclerc, en visite de 2 départements plus loin, et elle franchit la porte de Sandrine, s'attendant à un abri rudimentaire. Ce qu'elle trouva la laissa sans voix. L'intérieur rempli de lumière, l'artisanat soigné, le sens de l'ordre et de la beauté, c'était clairement un foyer. Mais différent de tout ce qu'elle avait jamais vu. « C'est extraordinaire, » murmura Suzanne, se déplaçant lentement dans la chambre du cœur. « Comment avez-vous ? Je veux dire, c'est à l'intérieur d'un arbre. » Depuis 1 an, dit Sandrine en la guidant vers le banc incurvé. « Laissez-moi vous chercher de l'eau froide pour cette cheville. » Elle alla chercher de l'eau au bassin et y trempa un chiffon, enveloppant la cheville enflée de Suzanne. Pendant qu'elle travaillait, la femme plus âgée regardait autour d'elle avec un émerveillement non dissimulé, observant les cristaux, les étagères sculptées, la façon dont la lumière jouait sur chaque surface. « Je ne comprends pas, » dit finalement Suzanne. « Pourquoi choisiriez-vous de vivre ici au lieu d'en ville ?» Sandrine réfléchit à la question. « Parce qu'ici, je peux être qui je suis vraiment, au lieu de qui tout le monde attend que je sois. » Elles restèrent assises ensemble pendant près de 3 heures, le temps que la cheville de Suzanne se calme. La femme plus âgée posa des questions sur Stéphane, sur la décision de quitter la ville, sur la façon dont Sandrine avait survécu à l'hiver, mais la plupart du temps, elle resta simplement assise en silence, des larmes coulant sur son visage sans explication ni excuse. « J'ai perdu mon mari il y a 2 ans, dit finalement Suzanne. Tout le monde m'a dit que je devais passer à autre chose, rester occupée. Mais parfois, je veux juste m'asseoir et être triste. Vous savez, parfois je veux me souvenir sans que quelqu'un me dise qu'il est temps de créer de nouveaux souvenirs. » Je sais, dit doucement Sandrine. Quand Suzanne partit enfin, boitant mais mobile, elle se retourna à la porte et regarda l'intérieur lumineux. « Merci. Pas seulement pour la cheville. Pour m'avoir montré qu'il y a d'autres façons de faire son deuil. » Après son départ, Sandrine s'assit dans la chambre du cœur et réfléchit à ce qui s'était passé. L'espace avait affecté Suzanne d'une manière qui transcendait l'abri pratique. Quelque chose à propos de l'arbre, de la lumière, de l'intentionnalité soignée de ce qu'elle avait créé. Cela avait donné à la femme plus âgée la permission de ressentir ce qu'on lui avait dit de ne pas ressentir. Cette nuit-là, Sandrine sortit la vieille boîte à outils de Stéphane et trouva le petit carnet en cuir qu'il gardait pour ses croquis de conception. Elle l'ouvrit à une page blanche et commença à dessiner. Pas des plans de construction, mais une vision de ce que l'arbre pourrait devenir. Pas seulement sa maison, mais quelque chose de plus, un sanctuaire, un refuge, un endroit où les gens pourraient venir quand le monde leur en demanderait trop. Elle pensa aux mots de Stéphane, prononcés des années auparavant lors d'une de leurs conversations philosophiques nocturnes. La beauté est faite pour être partagée, Sandrine. Elle ne diminue pas quand tu la donnes. Elle se multiplie. À l'époque, elle avait été d'accord de manière abstraite. Maintenant, regardant la lumière de son système de cristaux jouer sur la page pendant qu'elle dessinait, elle le comprenait concrètement. Ce qu'elle construisait ici n'était pas seulement pour elle. Peut-être que ça ne l'avait jamais été.
L'idée l'excitait et la terrifiait à la fois. Elle était venue à la montagne pour la solitude, pour échapper aux attentes et aux jugements de Roussillon. Mais peut-être que la vraie solitude n'était pas le but. Peut-être que le but était de créer un espace libre de ses attentes et jugements, un espace où les gens pourraient simplement être, sans performance ni prétention. Elle ferma le carnet et le plaça soigneusement sur son étagère, à côté de ses propres carnets de croquis et de ses livres. La décision n'avait pas besoin d'être prise ce soir. L'arbre avait le temps, et elle aussi. Mais la graine avait été plantée, et comme les herbes et les champignons qu'elle cultivait dans les alcôves lumineuses, elle soupçonnait qu'elle pousserait, qu'elle les voulût ou non. Roux, la buse, cria de quelque part à l'extérieur, un cri aigu qui résonna dans la montagne. Sandrine sourit et s'avança vers la porte, l'ouvrant à l'air du soir. L'oiseau était assis sur sa branche habituelle, sa silhouette se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. « Qu'en penses-tu » lui demanda-t-elle. « Suis-je folle d'envisager d'ouvrir cet endroit à d'autres » Roux pencha la tête, claqua du bec 2 fois et prit son envol. Sandrine choisit d'interpréter cela comme un encouragement, ou du moins comme une reconnaissance que la question méritait d'être posée. Elle resta un instant de plus dans l'embrasure de la porte, regardant la montagne qui était devenue sa maison, puis l'intérieur lumineux qu'elle avait créé. L'arbre lui avait offert un sanctuaire quand elle en avait le plus besoin. Peut-être était-il temps d'envisager si ce sanctuaire pouvait accueillir plus qu'une seule veuve en deuil et ses souvenirs. La lumière des cristaux diminua à mesure que le soleil se couchait, mais ne disparut pas complètement. Certaines des pierres semblaient retenir l'illumination, la libérant lentement tout au long de la soirée, comme une douce expiration. L'arbre respirait la lumière, et Sandrine respirait avec lui, sentant le rythme de ce lieu qu'elle avait créé se synchroniser avec le rythme de son propre cœur en guérison. 4 ans après le début de sa vie en montagne, Delora découvrit que son sanctuaire était sur le point de brûler. Cela commença par les marques sur les arbres, des motifs de brûlure noire sur l'écorce des pins et des chênes à la lisière de la forêt du Luberon. Elle faisait sa randonnée habituelle, vérifiant les sentiers et cueillant des herbes, quand elle les remarqua. Au début, elle supposa qu'elles provenaient de la foudre, assez courante pendant les orages d'été. Mais les motifs étaient trop réguliers, trop délibérés, apparaissant à des intervalles d'environ 50 mètres autour de la base de la montagne. Elle les suivit pendant des heures, cartographiant leur emplacement, et réalisa avec une inquiétude croissante qu'ils formaient un périmètre, une frontière soigneusement planifiée qui entourait toute la section supérieure où se trouvait son arbre. Les marques étaient fraîches, faites au cours de la semaine précédente, et elles n'étaient pas naturelles. Quelqu'un était venu ici. Quelqu'un avait marqué ces arbres pour une raison. De retour à son sanctuaire, elle examina le morceau d'écorce qu'elle avait détaché d'un des arbres marqués. La brûlure s'enfonçait profondément dans le bois, et quand elle le tint à la lumière, elle put voir que la carbonisation formait des lignes, des vecteurs, presque comme une carte montrant comment le feu se déplacerait d'arbre en arbre une fois allumé. Son estomac se noua alors que la compréhension se cristallisait. Ce n'était pas une carte de l'endroit où le feu avait été. C'était une carte de l'endroit où le feu était censé aller. Le lendemain matin, elle trouva les piquets d'arpenteur, des marqueurs en plastique orange enfoncés dans le sol, chacun étiqueté avec des numéros et des coordonnées. Ils couraient en ligne à travers la forêt, marquant des limites, divisant la terre en parcelles. Elle en arracha un et trouva une plaque métallique estampillée « Développement des Hauts-de-Roussillon ». Phase 1. Le mot « développement » lui fit l'effet d'un coup de poing. Elle avait été si isolée, si concentrée sur son sanctuaire qu'elle n'avait pas prêté attention à ce qui se passait en bas. Mais maintenant, en suivant les piquets, elle commença à reconstituer le plan. La montagne était en train d'être découpée, vendue, transformée. Et le moyen le plus rapide de défricher un terrain pour le développement était le feu, des brûlages contrôlés qui pourraient être imputés aux conditions de sécheresse, qui élimineraient le besoin d'un déboisement coûteux. Les marques de brûlure n'étaient pas de simples marques. C'étaient des points d'accélération, des endroits où le feu serait délibérément allumé pour assurer sa propagation. Selon le plan, son arbre, le chêne millénaire creux, se trouvait directement sur le chemin de la zone de brûlage prévue. Sandrine passa 2 jours à chercher d'autres preuves, parcourant tous les sentiers qu'elle connaissait et plusieurs qu'elle ne connaissait pas. Elle trouva d'autres piquets, d'autres marqueurs, et finalement, cachée sous une bâche près d'une ancienne route forestière, elle trouva des bidons d'accélérant, des produits chimiques qui feraient brûler le feu plus fort et plus vite que n'importe quel incendie de forêt naturelle. Quelqu'un prévoyait de brûler la montagne délibérément. Bientôt. Elle ramena un des bidons vides à son arbre et s'assit dans le cercle de rassemblement,
essayant de réfléchir logiquement malgré la panique qui menaçait de la submerger. Elle pouvait aller voir les autorités, mais avec quelle preuve? Les piquets d'arpenteurs étaient légaux. Même les marques de brûlure pouvaient être expliquées comme une préparation à un brûlage contrôlé, qui pourrait avoir des permis légitimes. Et qui croirait la folle qui vivait dans un arbre plutôt que le maire et sa société de développement? Elle pouvait fuir, emballer ce qui comptait et simplement partir avant l'arrivée du feu. Mais la pensée d'abandonner son sanctuaire, l'espace qu'elle avait construit pendant 4 ans, la maison que l'arbre lui avait donnée, lui semblait impossible. Ce n'était pas seulement un endroit où elle vivait. C'était une partie d'elle maintenant, aussi essentielle que de respirer. Le 3e jour, Jeanne apparut. La vieille femme monta le sentier plus lentement que d'habitude, s'appuyant lourdement sur un bâton de marche que Sandrine ne lui avait jamais vu utiliser auparavant. Son visage était grave. « Vous avez trouvé les marqueurs » dit Jeanne. Ce n'était pas une question. Vous saviez, Sandrine sentit une pointe de colère. Vous saviez qu'il prévoyait ça et vous ne m'avez rien dit. Je le sais depuis des semaines. Le conseil des anciens du village se bat par les voies légales, mais nous perdons. Les permis ont été approuvés. Le brûlage est prévu pour la semaine du 10 août. Sandrine regarda le calendrier qu'elle tenait griffonné sur un morceau de bois. C'était le 28 juillet. Moins de 2 semaines. Ils vont tout détruire, dit-elle. La forêt, l'arbre, tout. Ils vont essayer, corrigea Jeanne. Mais je n'ai pas dit que c'était sans espoir. Elle s'installa sur l'un des sièges sculptés avec un soupir qui parlait d'âge et de lassitude. Ma grand-mère m'a parlé de cet arbre. Elle a dit qu'il avait survécu à des incendies auparavant. Que son duramen avait des propriétés qui résistaient au feu. Elle a dit que l'arbre protégeait ceux qui le protégeaient. Ce ne sont que des légendes, dit Sandrine, bien que même en prononçant ces mots, elle se souvint des propriétés inhabituelles qu'elle avait remarquées. La façon dont l'eau s'accumulait dans le bassin sans source, la façon dont le bois semblait répondre à son toucher, le sentiment de présence qui dépassait la biologie normale. Peut-être, peut-être pas. Mais je sais ceci, l'arbre est résistant au feu d'une manière que les arbres normaux ne le sont pas. Le duramen est incroyablement dense, presque pétrifié. Et ces chambres à l'intérieur, elles agissent comme des pare-feux naturels, des sections isolées les unes des autres. Vous avez remarqué comment le bois reste frais même pendant la chaleur de l'été. Sandrine l'avait remarqué. L'intérieur restait confortable même pendant les jours les plus chauds, comme si l'arbre régulait sa propre température. Même si l'arbre survit, qu'en est-il de la forêt qui l'entoure? Des animaux, des plantes, de tout le reste? Elle pensa à Roux, son compagnon faucon. Et des gens dans la vallée? Si le feu échappe au contrôle? C'est la vraie question, n'est-ce pas? Jeanne se pencha en avant. La société de développement prévoit de commencer le brûlage sur le flanc et de la montagne, de le laisser consumer la forêt du Luberon, puis de prétendre qu'il a échappé au contrôle pour des causes naturelles. Ils ont payé pour des bulletins météorologiques, choisi un jour où les vents pousseront le feu loin de la ville. Mais la météo est imprévisible. Les incendies ne suivent pas les plans. Si les conditions changent, Roussillon lui-même pourrait brûler. Quelqu'un doit les avertir. Qui vous croirait? Vous êtes la folle qui vit dans un arbre. Le maire dira que vous inventez des histoires pour arrêter un développement légitime. Et même s'il vous croyait, la société de développement a trop investi. Ils changeront simplement le calendrier, seront plus prudents. Le résultat sera le même. Sandrine se leva et fit les 100 pas dans la chambre du cœur, son esprit tournant à plein régime. Alors, que dois-je faire? Attendre ici et espérer que le duramen magique de l'arbre me sauve pendant que tout le reste brûle? Non, dit Jeanne tranquillement. Vous vous préparez. Vous faites ce que les humains ont fait pendant des milliers d'années lorsque le feu menace. Vous créez des défenses, stockez de l'eau, construisez des refuges. Et vous avez confiance que l'arbre protégera ce qui doit être protégé. Ce n'est pas assez. Peut-être pas. Mais c'est ce que vous avez. Jeanne se leva, se dirigeant vers la porte. Je vous ai apporté quelque chose. Elle revint un instant plus tard avec une sacoche en cuir que Sandrine n'avait pas remarquée. À l'intérieur se trouvaient des paquets d'herbes séchées, des pots en argile scellés à la cire, et plusieurs livres reliés en cuir écrits dans une langue que Sandrine ne reconnaissait pas. Médecine du feu, expliqua Jeanne. Des baumes pour les brûlures, des préparations qui aident à l'inhalation de fumée,
des herbes qui réduisent l'inflammation. Les recettes de ma grand-mère, et de sa grand-mère avant elle. Si le feu vient et que les gens sont blessés, vous en aurez besoin. Si les gens sont blessés, ils auront besoin d'un hôpital, pas d'herbes. Ils auront besoin des deux. Mais d'abord, ils auront besoin d'un abri, d'eau et de quelqu'un qui ne panique pas. Jeanne posa sa main sur l'épaule de Sandrine. L'arbre vous a choisi pour une raison. Pas seulement pour y vivre, mais pour garder ce sanctuaire quand il serait le plus nécessaire. Ce moment approche. Après le départ de Jeanne, Sandrine passa des heures assise dans le cercle de rassemblement, le vieux chapeau de Stéphane entre ses mains. Elle pensa à lui dans son atelier, à la manière patiente dont il abordait chaque projet. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Se préparer minutieusement, puis faire confiance à sa préparation. Elle ne pouvait pas arrêter le feu. Elle ne pouvait pas exposer la conspiration sans preuve qui résisterait à un examen minutieux. Mais elle pouvait se préparer. Elle pouvait transformer son sanctuaire en un véritable refuge, un qui pourrait sauver plus que juste elle-même si le pire arrivait. La décision se prit d'elle-même. Elle resterait. Elle se préparerait. Et si le feu venait, elle l'affronterait dans le sanctuaire qu'elle avait construit, faisant confiance à l'arbre qui l'avait abrité pendant 4 ans. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la montagne, Sandrine se tint à sa porte et regarda la forêt qu'elle avait appris à aimer. Quelque part là-dehors, des hommes planifiaient la destruction. Quelque part en bas, une ville n'avait aucune idée qu'elle était en danger. Et ici, dans un chêne creux qui avait résisté pendant des siècles, une veuve qui était venue à la montagne chercher la solitude découvrit qu'elle se préparait à quelque chose de bien plus grand qu'elle. Roux cria dans l'obscurité, son cri résonnant sur les pentes. Sandrine écouta jusqu'à ce que le son s'estompe, puis rentra et commença à faire des listes. Elle avait moins de 2 semaines pour se préparer à un incendie qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'elle avait construit et tout ce qu'elle était devenue. L'arbre autour d'elle sembla s'installer, son bois ancien gémissant doucement comme s'il s'ajustait à ce qui allait arriver. Sandrine posa sa main contre le mur près du mur de la mémoire, sentant les images sculptées de sa vie avec Stéphane sous sa paume. « Aide-moi à bien faire les choses », murmura-t-elle. « Aide-moi à protéger ce qui compte. » Le duramen était frais et solide sous son contact, inchangé par la connaissance du danger imminent. L'arbre avait survécu à des incendies auparavant, Jeanne l'avait dit. Il avait protégé ceux qui le protégeaient. Tout ce que Sandrine pouvait faire, c'était se préparer, puis avoir confiance que le sanctuaire qu'elle avait construit servirait son but. Quand le moment vint, elle sortit ses outils et se mit au travail. Il y avait beaucoup à faire, et le temps pressait. À l'aube du 10 août, le ciel était déjà empreint de fumée à l'horizon. Sandrine se tenait à sa porte, observant le ciel oriental se teinter d'orange et de gris. Le feu avait commencé exactement comme prévu. Elle pouvait le voir se déplacer à travers la forêt inférieure, dévorant le sous-bois sec comme de l'amadou avec une efficacité méthodique. Mais quelque chose n'allait pas dans son comportement. Les flammes montaient trop vite, brûlaient trop fort, sautaient des espaces qui auraient dû les arrêter. Ce n'était pas un brûlage contrôlé. C'était une accélération délibérée. Ils avaient utilisé les produits chimiques qu'elle avait trouvés, probablement plus que ceux qui étaient sûrs ou légaux. Le feu remontait la pente avec une vitesse anormale, consumant tout sur son passage avec une faim qui témoignait d'une manipulation humaine. En moins d'1 heure, elle pouvait l'entendre. Le rugissement des flammes, le craquement de la sève qui explose, les cris des animaux fuyant l'enfer. Le vent changea. Elle le sentit d'abord sur son visage, un changement de direction qui lui fit un nœud à l'estomac. Les prévisions météorologiques prudentes, le tracé de brûlage planifié qui devait protéger la ville, tout cela était en train d'échouer. Le vent tournait, poussant le feu non pas loin de Roussillon, mais directement vers lui. Sandrine attrapa la vieille cloche en laiton que Stéphane lui avait donnée des années auparavant, une cloche de navire qu'il avait trouvée dans une vente de succession, polie jusqu'à ce qu'elle brille. Elle l'avait montée près de sa porte comme décoration, n'imaginant jamais qu'elle en aurait besoin pour son usage initial. Maintenant, elle la décrocha et se mit à courir. Le clocher de l'ancienne mine se trouvait à 20 minutes de marche sur le sentier, à pleine vitesse. Elle courut dans un sprint trébuchant, la cloche en laiton serrée contre sa poitrine, les branches lui fouettant le visage et les bras. Derrière elle, la fumée s'épaississait. Le feu se déplaçait plus vite qu'elle ne l'avait calculé, dévorant la forêt avec une vitesse obscène. Elle atteignit le clocher, à bout de souffle. La structure était usée par le temps mais solide,
une plateforme en bois de 6 mètres de haut avec une cloche en fer de la taille d'un tonneau de vin. Elle monta à l'échelle d'une seule main, la cloche en laiton cognant contre les barreaux. En haut, elle attrapa la grosse corde attachée au battant de la cloche de la mine et tira. Le son était énorme, une voix de bronze profonde qui dévala la montagne jusqu'à la vallée en contrebas. Elle la sonna encore et encore, établissant le rythme qu'elle avait appris de Manon, 3 coups, pause, 3 coups, pause. Le vieil indicatif d'urgence qui signifiait danger. Qui signifiait que tout le monde devait être attentif. Elle sonna pendant 5 minutes d'affilée avant que ses bras ne commencent à trembler. Puis elle passa à la cloche en laiton, son ton plus aigu perçant l'air du matin. Elle alterna entre les deux, créant une cascade d'avertissements qui se répercuta sur les sommets environnants. En bas, à Roussillon, les gens sortirent de leur maison, confus et alarmés. Certains se souvenaient de ce que la cloche signifiait. D'autres savaient simplement que se sont portés une urgence qui exigeait l'attention. Ils se rassemblèrent dans la rue, regardant vers la montagne, et virent ce que Sandrine avait vu. Une fumée épaisse et noire, roulant vers la vallée sur un vent changeant. Le maire Fournier sortit de sa maison, le visage rouge de colère, ou de peur, ou les deux. Qui sonne cette cloche? Cela va provoquer une panique. Regardez la fumée, cria Manon Lefebvre depuis les marches de la bibliothèque. Elle avait veillé toute la nuit, observant la montagne, attendant exactement cela. Le feu se dirige droit sur nous. Nous devons évacuer. Mais l'évacuation signifiait aller vers le nord, la seule route hors de la vallée. Cette route serpentait à travers des forêts qui seraient bientôt en feu. La prise de conscience frappa la foule comme de l'eau froide. Ils étaient piégés. Sur la montagne, Sandrine sonna la cloche jusqu'à ce que ses mains saignent et que ses épaules hurlent de douleur. Elle pouvait sentir la chaleur maintenant, pouvait voir les flammes couronner la crête au-dessus d'elle. Le feu était à peut-être 15 minutes du clocher. Elle avait un choix, continuer à sonner et espérer que quelqu'un comprenne l'avertissement, ou courir vers son arbre pendant qu'il était encore temps. Elle sonna 5 fois de plus, puis descendit. Alors que ses pieds touchaient le sol, elle vit du mouvement sur le sentier en contrebas. Des gens qui montaient vers elle. Pas un ou deux, mais des dizaines. Ils avaient vu la fumée, entendu l'avertissement, et réalisé que la seule voie de sortie était vers le haut, pas vers le bas. Le feu se trouvait entre eux et la route du nord. Le seul chemin dégagé menait vers le sommet de la montagne, vers la zone qui n'avait pas encore brûlé, vers son arbre. L'esprit de Sandrine s'emballa. Elle avait préparé le sanctuaire pour elle-même, peut-être pour un ou deux autres en cas d'urgence. Mais il y avait au moins 30 personnes qui montaient vers elle, terrifiées et désespérées, avec le feu à leur trousse et nulle part où aller. Son petit refuge, ses défenses soigneusement planifiées, rien de tout cela n'était conçu pour cela. Elle pouvait courir en avant, atteindre l'arbre la première, le sécuriser pour elle-même. Ou elle pouvait attendre, les guider, et espérer que le sanctuaire qu'elle avait construit pourrait s'étirer pour accueillir plus d'âmes qu'elle n'en avait jamais imaginées. Le feu rugit plus près. Les gens sur le sentier se déplaçaient plus vite, certains tombant, d'autres les aidant à se relever. Elle reconnut des visages même à cette distance. Brigitte Morin, qui l'avait traitée de folle. Le maire lui-même, non plus rougeaud, mais pâle de terreur. Et Manon Lefebvre, aidant un couple de personnes âgées à naviguer sur le sentier escarpé. Sandrine prit sa décision. Elle se mit à courir vers le haut, vers son arbre, vers le sanctuaire qui les sauverait tous ou se révélerait inadéquat au moment où l'on avait le plus besoin de lui. Derrière elle, la ville qui s'était moquée d'elle pendant 4 ans suivait, désespérée et effrayée, grimpant vers le seul abri restant sur une montagne qui brûlait de toutes parts. Sandrine atteignit l'arbre 3 minutes avant les habitants en fuite. 3 minutes pour se préparer à quelque chose d'impossible. Elle ouvrit la porte en grand et fit des calculs rapides. La chambre du cœur pouvait contenir 10 personnes confortablement, 20 si elles se serraient, 30 si elles ne craignaient pas d'être pressées les unes contre les autres comme des sardines. Mais l'air tiendrait-il? La ventilation naturelle de l'arbre supporterait-elle autant de corps respirants tandis que la fumée étouffait la montagne à l'extérieur? Les premiers arrivants trébuchèrent dans la clairière. Manon Lefebvre soutenant un homme plus âgé qui haletait, suivi de 2 jeunes femmes qu'elle ne reconnaissait pas. Puis d'autres. Un flot d'humanité désespérée cherchant un abri contre l'enfer derrière eux. À l'intérieur, cria Sandrine. Tout le monde à l'intérieur. Vite. Ils se déversèrent par la porte avec des expressions de choc en découvrant ce qu'ils trouvaient.
ce n'était pas l'abri rudimentaire qu'ils attendaient de la folle de l'arbre. C'était une maison, sculptée et ouvragée, éclairée par une lumière mystérieuse même si la fumée assombrissait le ciel à l'extérieur. Mais il n'y avait pas de temps pour l'émerveillement. Chambre du cœur, tout droit. Sandrine dirigeait le trafic comme un général, comptant les têtes, calculant l'espace. 23. 24. 25. Brigitte Morin apparut, le visage strié de suie. Le maire Fournier, dépouillé de toute autorité, avait l'air petit et perdu. 30 personnes. 31. 32. Manon apparut au coude de Sandrine. Il y en a d'autres qui arrivent. J'en ai vu au moins 5 de plus sur le sentier. La poitrine de Sandrine se serra. La chambre était déjà bondée, mais elle ne pouvait pas fermer la porte alors que des gens arrivaient encore. Elle attrapa des seaux d'eau de ses réserves. Des linges humides. Tout le monde, couvrez-vous le nez et la bouche. Manon, aide-moi à boucher les fentes de ventilation avec du tissu mouillé. Ils travaillèrent frénétiquement tandis que les derniers retardataires arrivaient. 37 personnes au total, y compris Sandrine elle-même, entassées dans un espace conçu pour une solitude confortable. Les sièges du cercle de rassemblement accueillaient plusieurs personnes chacun. Le mur de la mémoire était pressé par des dos. Chaque centimètre carré de sol disparut sous les corps assis, accroupis, blottis les uns contre les autres. Le feu frappa la clairière à l'extérieur comme une force physique. À travers les interstices qu'ils avaient laissés ouverts pour l'air, Sandrine pouvait voir les flammes engloutir la forêt environnante. Le rugissement était assourdissant. La chaleur pressait contre la porte, contre les murs, testant la légendaire résistance au feu de l'arbre. Quelqu'un cria, d'autres prièrent. Un enfant sanglotait dans les bras de sa mère. Sandrine se déplaça à travers la chambre bondée, offrant de l'eau du bassin, vérifiant que tout le monde avait un linge humide pour respirer. L'eau continuait de couler, peu importe la quantité qu'elle prenait, remplissant tasse après tasse jusqu'à ce que tout le monde ait bu. L'arbre brûle. Halta le maire Fournier, énonçant ce que tout le monde pouvait voir. Nous allons mourir ici. Le duramen résiste au feu, dit Sandrine avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Nous sommes plus en sécurité ici que n'importe où ailleurs sur la montagne. Les heures passèrent dans une terreur suffocante. La chaleur s'intensifia jusqu'à ce que les gens trempent leurs vêtements avec l'eau du bassin, pressant le tissu humide contre leur peau pour trouver un soulagement. La fumée s'infiltrait par toutes les fissures restantes malgré leurs efforts, rendant l'air gris et âcre. Les gens toussaient et sifflaient, respirant par petites gorgées prudentes à travers leur linge humide. Le bassin d'eau les sauva. Il continua de couler, d'une abondance impossible, permettant à Sandrine de maintenir tout le monde hydraté, de garder les linges humides, de combattre les petits feux qui éclataient occasionnellement là où des braises parvenaient à s'infiltrer. Elle se déplaçait dans la chambre comme un fantôme, calme à l'extérieur tandis que la panique hurlait dans sa tête. C'était son sanctuaire, et 37 personnes lui confiaient leur vie. Vers le milieu de l'après-midi, le feu à l'extérieur atteignit son apogée. Le chêne millénaire gémissait et craquait, le bois sollicité au-delà de ce qui semblait supportable. Une partie de l'écorce extérieure prit feu et brûla, remplissant l'intérieur d'une fumée si épaisse que la vision fut réduite à quelques centimètres. Les gens ne pouvaient plus se voir, ils ne pouvaient que se tenir la main et se serrer les uns contre les autres, trouvant du réconfort dans le contact humain en attendant de savoir s'ils vivraient ou mourraient. Sandrine se retrouva à côté de Manon dans le chaos. La main de la jeune bibliothécaire trouva la sienne, la serrant avec une force désespérée. « Je suis désolé, » murmura Manon. « J'aurais dû arrêter ça. J'aurais dû trouver un moyen. »« Tu as essayé, » répondit Sandrine. « Tu m'as prévenu. Tu as sonné la cloche. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Si nous mourons ici, nous n'allons pas mourir. » Sandrine le dit avec une conviction absolue qu'elle ne ressentait pas. Mais c'est ce que le moment exigeait. Quelqu'un devait croire qu'il survivrait. Devait maintenir cette certitude pour tous les autres qui avaient perdu espoir. L'arbre a tenu pendant des siècles. Il ne va pas nous laisser tomber maintenant. Comme en réponse, les gémissements cessèrent. La chaleur, bien que toujours intense, ne semblait plus augmenter. Et puis, chose impossible, Sandrine sentit quelque chose de frais toucher son visage. Elle leva les yeux vers les fissures en haut de la couronne de l'arbre et le vit. De l'eau suintant d'en haut, coulant le long des murs intérieurs comme de la pluie. L'arbre pleurait,
ou la source souterraine qu'ils puisaient trouver de nouveaux chemins vers la surface, où quelque chose d'inexplicable se produisait. Mais de l'eau coulait sur le bois ancien, le refroidissant, le protégeant, leur donnant ce dont ils avaient besoin pour survivre. Les gens le remarquèrent. Pressés contre les murs, ils sentirent l'humidité et commencèrent à espérer. Le feu faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur du chêne creux, l'eau coulait et la vie persistait. Le sanctuaire de Sandrine, mis à l'épreuve au-delà de sa conception, tenait bon. Le feu s'épuisa le soir venu, ayant consumé tout ce qui était inflammable à sa portée. Ce qui sortit du chêne creux, ce furent 37 personnes transformées par une survie partagée. Couvertes de cendres, épuisées, mais vivantes. Sandrine se tint dans l'embrasure de la porte et regarda ce qui restait. La forêt autour de son arbre avait disparu, réduite à des souches noircies et à une terre fumante. Mais le chêne millénaire se dressait, balafré et marqué par la fumée, mais fondamentalement intact. Son écorce était carbonisée par endroits, les branches au-dessus étaient brûlées. Pourtant, le duramen avait tenu. Le sanctuaire avait survécu. Derrière elle, les gens s'aidaient mutuellement à se lever, examinant des brûlures mineures, toussant les dernières traces de fumée. Ils se déplaçaient lentement, respectueusement, comme si l'intérieur de l'arbre était devenu un sol sacré par leur épreuve collective. Plusieurs passèrent leurs doigts le long du mur de la mémoire ou touchèrent avec révérence les sièges sculptés du cercle de rassemblement. Les secours arrivèrent en quelques heures, ayant enfin trouvé un passage pour monter sur la montagne. Ils apportèrent du matériel médical, de l'oxygène et des moyens de transport pour ceux qui avaient besoin d'une attention immédiate. Mais la plupart des habitants du village étaient remarquablement bien, déshydratés et secoués, mais sans blessures graves. Les préparatifs de Sandrine, en particulier l'eau abondante du bassin, avaient fait la différence entre la survie et la tragédie. 3 jours après l'incendie, les enquêteurs confirmèrent ce que Manon et Sandrine savaient. Le brûlage était délibéré, accéléré au-delà de tous les paramètres légaux d'un brûlage contrôlé. La corruption de la société de développement s'effondra rapidement une fois que les preuves furent mises en lumière. Le maire Fournier, faisant face à des accusations criminelles, démissionna en disgrâce. Les permis furent révoqués. La forêt du Luberon, ce qu'il en restait, fut placée sous protection permanente. La ville se rassembla au pied de la montagne une semaine plus tard, non pas pour protester, médire ou juger, mais pour remercier la femme qu'ils avaient traitée de folle pendant 4 ans. Brigitte Morin, qui avait répandu les pires rumeurs, se tenait à l'avant du groupe, les larmes aux yeux. « Nous nous sommes trompés sur vous », dit-elle simplement. « Nous tous. Nous pensions que vous aviez perdu la tête, mais vous construisiez exactement ce dont nous avions besoin quand nous en avions le plus besoin. » Sandrine écoutait depuis l'embrasure de la porte de son arbre balafré mais debout. Elle aurait pu parler de jugement rendu, de justification, de leur cruauté revenue les hanter. Mais ce n'était pas ce que le moment exigeait. « Vous avez grimpé la montagne quand il le fallait », dit-elle à la place. « C'est ce qui compte. » Monique se fraya un chemin à travers la foule, Pierre juste derrière elle. La belle-sœur de Sandrine paraissait plus âgée qu'il y a 4 ans, usée par l'inquiétude et maintenant par le traumatisme de l'incendie. Elles se firent face, de part et d'autre de l'espace qui les avait séparées, physiquement et émotionnellement, pendant si longtemps. « J'aurais dû te faire confiance, » dit Monique. « J'aurais dû croire que tu savais ce dont tu avais besoin mieux que moi. Tu m'aimais assez pour t'inquiéter. C'est plus que rien. » Elles s'étreignirent maladroitement, mais c'était sincère. Certains ponts ne pouvaient pas être reconstruits en un instant, mais au moins, les fondations étaient là pour commencer. La ville voulait honorer Sandrine, faire d'elle une sorte de gardienne officielle ou de garde forestier ou de symbole de résilience. Elle déclina tout. Ce à quoi elle consentit à la place était plus simple. Elle resterait dans son arbre, entretiendrait son sanctuaire, et quand les gens auraient besoin d'un refuge en cas de crise, ou simplement du monde, ils sauraient où la trouver. Manon Lefebvre devint l'historienne officielle de la montagne et le pont de Sandrine avec la ville en contrebas. Elle apportait des provisions toutes les 2 semaines, transmettait des messages, et devint lentement l'amie dont Sandrine ne savait pas qu'elle avait besoin. Elle s'asseyait dans le cercle de rassemblement pendant des heures, parlant de livres, de philosophie et de l'étrange grâce qui émerge parfois des désastres. Les provisions médicales du sanctuaire, en particulier les préparations de Jeanne, se révélèrent remarquablement efficaces pour traiter les brûlures et l'inhalation de fumée dont les gens avaient souffert. La nouvelle se répandit au-delà de Roussillon. En quelques mois, des gens d'autres villes faisaient le pèlerinage jusqu'à l'arbre de la femme de la montagne,
cherchant la guérison pour des maux physiques et émotionnels. Sandrine ne fit jamais payer son aide. Elle offrait de l'eau du bassin, des sièges dans le cercle de rassemblement et une simple présence sans jugement. Certains visiteurs restaient des heures, d'autres des jours. Elle ne refusait personne tant qu'il venait avec un besoin authentique et une intention respectueuse. 6 mois après l'incendie, elle se tenait dans son sanctuaire et s'émerveillait de la façon dont la vie avait bouclé la boucle. Elle était venue à la montagne chercher la solitude, pour échapper à un monde qui exigeait qu'elle soit quelqu'un qu'elle n'était pas. Ce qu'elle avait trouvé à la place était un but, non pas par la performance ou la prétention, mais en étant simplement prête à accueillir la douleur des autres aux côtés de la sienne. Le registre de la communauté, un nouveau livre que Manon lui avait apporté, se remplissait régulièrement de noms et de messages. Les gens signaient après leur visite, laissant des notes de gratitude, ou marquant simplement qu'ils étaient passés, qu'ils avaient été touchés par l'étrange grâce de l'arbre. Sandrine les lisait, parfois à la lumière de son système de cristaux, trouvant un étrange réconfort dans le fait que son sanctuaire comptait pour les autres autant qu'il avait compté pour elle. Le chapeau de Stéphane était toujours suspendu à sa cheville près du mur de la mémoire. Elle lui parlait moins fréquemment maintenant, mais quand elle le faisait, les conversations semblaient différentes. Moins sur le deuil et plus sur la gratitude. Elle l'avait aimé. Elle l'avait perdu. Elle avait survécu à la perte et avait construit quelque chose de nouveau sur les ruines. Il aurait été fier de ça, pensait-elle. Fier qu'elle ait appris à mesurer 2 fois et à couper 1 fois, à construire avec soin et intention, à faire confiance aux préparatifs tout en acceptant ce qui ne pouvait être contrôlé. Roulabuse revint 2 semaines après l'incendie, apparaissant sur sa branche habituelle comme s'il n'était jamais parti. Sandrine rit en le voyant. Un son de pure joie qui la surprit par son intensité. « Je me demandais où tu étais passé », lui cria-t-elle. L'oiseau claqua du bec et s'installa dans une observation confortable. Certaines relations ne nécessitaient aucune explication, aucune justification. Elles étaient, tout simplement. Un soir de fin d'automne, alors que la forêt brûlée montrait déjà des signes de nouvelle croissance, Sandrine s'assit dans le cercle de rassemblement et réfléchit au mot « sanctuaire ». Elle avait cru que cela signifiait un endroit pour se cacher, pour échapper à un monde qui en demandait trop. Mais elle comprenait maintenant qu'un vrai sanctuaire ne consistait pas à se cacher. Il s'agissait de créer un espace où les exigences du monde ne pouvaient pas atteindre. Non pas parce que vous fuyiez, mais parce que vous aviez construit quelque chose d'assez fort pour y résister. L'arbre autour d'elle s'installa avec ses bruits du soir. Le bois qui craque, l'air qui se déplace à travers les chambres, l'appel lointain des chouettes revenant réclamer leur territoire. Le chêne millénaire avait survécu au feu, comme la grand-mère de Jeanne l'avait promis. Il avait protégé ceux qui le protégeaient, et il se tiendrait là pendant des siècles encore, offrant un abri à quiconque serait assez sage ou assez désespéré pour le chercher. Sandrine posa sa main contre le mur, sentant le duramen solide sous sa paume. Elle avait 58 ans, veuve, sans enfant, et vivait dans un arbre sur une montagne. Selon toutes les mesures conventionnelles, sa vie avait déraillé. Mais debout dans le sanctuaire qu'elle avait construit, entourée de preuves de vie qu'elle avait touchées et qu'il avait touchées, elle ressentait quelque chose qu'elle avait passé des décennies à chercher sans le savoir. Elle se sentait exactement là où elle était censée être. Parfois, les gens qui se moquent de vous le plus fort sont ceux qui ont le plus besoin de vous. Et parfois, une femme doit s'éloigner de tout pour découvrir qui elle est vraiment. Sandrine Legrand avait fait les deux, et ce faisant, elle avait créé quelque chose que personne n'attendait, et encore moins elle-même. La porte de son sanctuaire était ouverte, laissant entrer l'air frais du soir. Elle resterait toujours ouverte, pour quiconque aurait besoin de ce qu'elle avait trouvé dans ce chêne creux millénaire. Parce que la beauté était faite pour être partagée, parce que le deuil transformé pouvait devenir grâce. Parce que les sanctuaires n'étaient pas seulement faits pour se cacher. Ils étaient faits pour guérir, pour ceux qui les construisaient et pour ceux qui les trouvaient. Quand tout espoir s'était évanoui, la montagne se tenait silencieuse sous les étoiles, ses pentes brûlées rêvant déjà du printemps. Et au cœur du chêne millénaire, une femme qu'on avait traitée de folle pour avoir suivi sa vérité sourit et ferma les yeux, en paix avec tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qu'elle avait trouvé.